les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 44e épisode de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Et salut mon petit Jazz, écoute, ça va super, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, oui, grande forme, j'espère que toi aussi. Eh ben oui, carrément, puisque... alors, je te préviens juste avant de commencer cet épisode, Oula, j'ai une annonce à te faire. oula, tu arrêtes le podcast. Non, prends ton gilet pare-balles. Wow. Parce que tu vas prendre une balle perdue. Avant de commencer cet épisode, nous allons répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui c'est un épisode spécial. Oui, parce que c'est pas un, c'est pas deux, Non, deux. mais C'est trois films. Trois films. Ouais, on est Ouais. dingue. Donc on est, on va parler de Balles perdues de Guillaume Perret, les trois films, hein, puisque le troisième est sorti dernièrement sur Netflix. Oui, on surfe sur l'actualité. On surfe sur l'actualité. Donc nous avons Balles perdues 1 qui est sorti en 2020, Balles perdues 2 qui est sorti en 2022 et Balles perdues 3 qui est sorti en 2025. Alors, je pense que on va pas diffuser les trois bandes annonces. Non, tu peux mettre Pas du tout. uniquement la première et après. On fera la première, Alors, ce ouais, qui est pratique totalement, aussi de pourquoi on fait ce film, enfin ces trois films-là d'un coup, parce qu'ils s'inscrivent aussi dans une chronologie assez logique. Donc, c'est pas déconnant de raconter la grande histoire, la grande fresque de Balles perdues, Oui. en trois parties en fait. Et même si entre le J0, on va dire, qui est le début du film, et jusqu'à la fin, il s'est passé quelques années. Mais ça reste fait de manière très cohérente, et ce qui fait que derrière, c'est pour ça qu'on traite les trois en même temps. Et en même temps, on va refaire la même que pour Samouraï, mon cher Jazz. Oui, totalement. On va pas trop développer sur les coulisses de oui. tournage. Totalement. On va donner 2-3 infos, on va parler un petit peu du casting, parce qu'il y a des gens très très intéressants dans le casting. Mais on va pas trop se développer là-dessus, parce que voilà. Pareil pour l'art martial, je vais donner 2-3 trucs, ouais. mais on va pas trop développer non plus, parce qu'il y aura pas une, mais deux surprises, et il y aura deux bonus. Voilà. Et Totalement, il y aura deux bonus. Voilà. Totalement. Et on annonce tout à la fin de l'épisode, on est d'accord? On laisse comme tout. On annonce tout. Bah Allez. oui, Oh, bien putain, c'est évidemment. génial. Bien évidemment. C'est Bah génial. oui. Ce mec... a traversé 4 épaisseurs de béton armé. Avec une Clio. Bon, vous voulez quoi? J'ai besoin de vos mécanos. Je veux arrêter ces putains de dealers. J'ai les meilleurs pilotes. Tu vas leur donner les meilleures voitures. En 6 mois, y a pas un go-fast qui nous a échappé. Alors, vitesse de pointe? De 40. Gino. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Sauf que la dernière fois que j'ai vu ce machin, c'était dans une Clio qui a fini dans une bijouterie. Il nous a tous bernés. À chaque fois. Elle est dans la nature.
Pour un film. Si t'es piégé, il faut te croire. Il y aura peut-être même un teaser pour présenter cet épisode, mais pour présenter les 2 surprises. Oh, d'accord. Monsieur a tapé fort. Voilà. C'est Bon, bah, en fait, tu vas nous dire de quoi parle Balle perdue directement, comme ça, et puis après on s'attaquera un peu au casting et on donne notre avis si tu veux. Ouais, alors ce qui m'embête un petit peu avec Balle perdue. Ça commence. Il commence à chipoter. Non, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Vas-y. Parce qu'en fait, il y a à l'époque, moi, j'ai découvert le film en me disant, ne savant pas ce que voulait dire le titre, Ouais, et d'accord, en me basant juste sur le fait que c'est un film d'action français avec Alban Lenoir. J'adore Alban Lenoir au passage, on y reviendra. Ouais. Et puis c'est les cascades de bagnole, etc. Et je m'étais pas trop imprégné du synopsis, donc j'ai envie, je préfère prévenir les auditeurs, j'ai envie de faire un synopsis plutôt très light. Ouais, bien sûr. Vraiment très très light, parce que même le twist qui arrive au bout de 20 minutes de film, il surprend quand tu es au courant de rien. Et aujourd'hui, j'ai envie de, même si tous les auditeurs ont très certainement déjà vu les 3 films, et que du coup, vous spoiler, ça apportera rien, parce que du coup, parce que vous êtes au courant déjà du twist qu'il y a en tout début de film, j'ai quand même pas envie de le dévoiler pour ceux pour qui ils viendraient pour se dire ok, ils vont me parler du film sans le spoiler et ça va essayer de me donner envie d'aller le voir. Donc après cette longue mise en contexte, beaucoup trop longue mise en contexte, on suit le personnage de Lino, qui est donc interprété par Alban Lenoir, qui est quelqu'un qui aime beaucoup bricoler les voitures, et qui est associé en début du film, on le voit sur le point en fait de braquer une bijouterie avec son acolyte. Et son acolyte donc Quentin, qui est joué par Rod Parado, et il décide grâce à une bagnole de rentrer dans la bijouterie pour pouvoir aller la braquer. Sauf que il a été un petit peu gourmand en termes de puissance mécanique et il va traverser littéralement défoncer la bijouterie et fracasser la bagnole. Et à ce moment-là, il va dire à son acolyte de partir et c'est lui qui va assumer les fautes et il va faire de la prison. Ouais. Et quand il sera en prison, il y a donc le personnage de Charas, interprété par Ramzy Bedia, qui va venir le chercher parce qu'il est au courant de ses frasques et il a besoin de lui, il a besoin de ses connaissances mécaniques pour justement l'aider à aller intercepter un trafic de drogue et de l'aider à stopper des go-fast. Puisque ce qu'il explique Charas dans le film, c'est que à chaque fois qu'ils ont tenté de les arrêter, les bagnoles se faisaient plier, ils n'avaient pas les bagnoles adaptées pour justement arrêter ces go-fast, et que l'expertise de Lino sera la bienvenue. Donc ils vont faire un deal tous les deux pour justement essayer de contrer le trafic de drogue. Ça se passe dans le sud de la France, donc on suppose que c'est le trafic de drogue qui passe par l'Espagne. Donc voilà, et je m'arrêterai là. Voilà. Mais c'est très bien, ouais, non, franchement. Dirai pas plus. Écoute, c'est très bien. Moi, j'aurais dit une chasse à l'homme, mais sur 3 épisodes. Mais c'est très bien. On peut aussi dire que c'est une chasse à l'homme sur le concept, sans trop dévoiler qui est chassé et qui chasse qui. Moi, j'ai envie de te dire, au casting, on retrouve quand même des habitués, un trio en tout cas. Oui. Qu'on a déjà vu dans un autre film qui est très très bien aussi, Anti-Gang. Ouais. Ouais. Oui, monsieur. Parce qu'on retrouve Alban Lenoir. Oui. Stéphie Selma. Oui. Et puis, on retrouve Sébastien Lalanne. Ouais, que j'adore aussi, Sébastien Lalanne au passage. Alors, Sébastien Lalanne, moi, je l'ai connu via Golden Moustache. Alors moi, c'est HeroCorp. HeroCorp, d'accord, ok, ouais. Ouais. Moi, c'est le personnage qui se raidifie dès qu'il ment. Je crois que c'est ça, hein, dès qu'il fait un mensonge, il devient tout raide. Et son personnage est hilarant. Et c'est vachement bien de le voir dans un rôle sérieux, où il est même badass, je trouve. Il est assez impressionnant physiquement. Alors qu'il jouait le rôle un peu du demeuré dans HeroCorp. Bon, ça remonte à quelques années. Mais il jouait le fifou de service dans Anti-Gang. C'est le mec avec la massue, en fait. Oui, complètement.
J'aime beaucoup Anti-Gang aussi, on en parlera. Ouais, un jour. Anti-Gang, ouais. Oh, oui, oui, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. Mais ça fait du bien de voir ce casting-là. On a aussi, alors dans le premier volet, hein, on a Nicolas Duvauchel, on a Pascal Arbillot, enfin, et puis on a Ramzy aussi, Ramzy Bedia dans un rôle plutôt sérieux, ce qui change aussi par rapport à d'habitude. Plutôt juste aussi dans son jeu. Et écoute, j'ai envie il de est te touchant dire, même. Il est hyper touchant. Bah, voilà. Moi, je suis très étonné de le voir ainsi et je me dis, waouh, ok. Quand il est bien dirigé, ça passe. Il est très bon. Ouais, complètement. Donc voilà. Donc ça, on est sur un premier épisode. Alors, je sais pas comment tu veux qu'on commence, comment on fasse cet épisode. Hein. Grosso modo, là, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le casting va être sensiblement le même. Oui, à part des petits rajouts qui vont arriver, Ils vont toujours réussir à trouver une manière de réintégrer tel ou tel personnage d'une manière ou d'une autre dans l'histoire, que ce soit sous forme de flashback ou etc. Dans le 2, moi, ce que on peut noter, c'est qu'il y a Jérôme Niel, que je trouve aussi. Il y a Jérôme Niel, drôle. oui, tout à fait. Ouais. Il y a Jérôme Niel, ouais, exact. Qui joue le rôle d'un flic et qu'on commence à voir de plus en plus au cinéma et que je trouve très bon. Ouais, je trouve, voilà, il est dans le dernier Vermine. Dans le Vermine, ouais, exact. Il est super dans Vermine d'ailleurs aussi au passage. Et dans le dernier volet, on a Gérard Lanvin. Ça c'est c'est le pinacle. Tu vois, qui est le GOAT ultime, voilà, et qui est super dans ce film. On le voit très peu à l'écran, mais le peu de fois on le voit, il est juste impressionnant. Voilà, sans trop dévoiler. Ouais, non, mais t'as raison. Je trouve que Balle perdue, c'est une saga qui a vachement évolué au fil des épisodes. Qui est parti au départ d'un petit film avec des bagnoles et tout ça, avec un casting qu'on voyait surtout sur Internet. Ouais. Et pour le coup, c'est une saga qui a pris vachement d'ampleur et qui a cartonné. Et puis en fait après, mais mondialement, en plus c'est ça le pire, c'est que ça carrément dans le monde, quoi. Carrément. Ouais. Et puis après, qui est allé au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que dès le deuxième volet, c'est devenu en fait bigger, faster, de ouf quoi à chaque fois. Oui. Vraiment, on est arrivé, et puis le troisième volet, le pinacle. Mais ouais, c'est une saga Netflix, mais complètement folle. Et tu te dis, waouh. Enfin, t'es un peu fier parce que t'es un peu franchouillard, tu vois, ou tu te dis, waouh, c'est cool, c'est français. C'est français. Ouais, et puis clairement, là on va rester un peu généraliste et puis on va rentrer un peu le détail de notre avis de chaque film après. Encore une fois, ça va peut-être être un épisode qui va être un peu plus court, parce totalement. que on va toucher deux mots un peu de la particularité des combats de ce film-là. Ça, je vais en toucher deux mots après. Mais j'irai pas trop loin non plus. Vous allez très vite vous douter pourquoi. Et puis évidemment, tout ce qui est autour du film, on va pas non plus trop développer. On va donner notre avis, voilà, on va dire ce qu'on en pense. Ça va être assez bref. On va quand même garder le concept, c'est-à-dire qu'on va vous donner les 3 scènes, parce qu'il n'y a pas non plus des masses de baston, mais le peu qu'il y a, elles sont juste dingues. On va vous lister les 3 scènes, entre guillemets, voire même 4, parce qu'il y en a une 4e qui est potentiellement utilisable dans le 2. On va vous donner toutes ces scènes-là et on va vous dire à la fin laquelle on a retenu pour l'ensemble de la trilogie. Voilà, on va adapter un peu le concept. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que ces films-là, c'est l'héritage de ce qu'on a pu avoir dans les actions des années 70-80, quand on avait Belmondo qui faisait des films d'action, avec l'humour en moins, parce que je trouve que l'humour est beaucoup plus fin dans Balle perdue. Il y a un tout petit peu d'humour, mais c'est hyper dosé, et ça on le doit à l'écriture de Guillaume Pierret, qui dit qu'il est pas trop fan de comédie, et qui il aime, quand il fait un film d'action, il fait un film sérieux, quoi. Et il met des petites touches d'humour à droite à gauche, ce qui fait que tu captes la ref, ou ça te fait sourire, et ce qui fait que ça marche très très bien. Mais c'est un véritable héritage en fait de ces films de Belmondo, parce que on a Rémi Julienne qui faisait les cascades de bagnole à l'époque pour Belmondo, et là c'est David Julienne, si je dis pas de bêtises, qui lui est le petit-fils de Rémi Julienne, qui va prendre la relève, et donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment cette filiation là. Et le côté physique que peut avoir Alban Lenoir dans cette saga-là est juste impressionnant. Quand tu sais que il fait quasiment
toutes ces cascades de baston. En bagnole, pour des raisons d'assurance, il peut pas tout faire malheureusement, mais il fait quasiment toutes ces cascades. Donc c'est juste assez fou, quoi. Donc voilà, c'était juste le petit préambule que je voulais donner carrément. avant de passer aux arts martiaux. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Écoute, vas-y. non, à part, j'ai envie de te dire que ça fait du bien comme tu disais, hein, c'est vraiment le successeur des films de Belmondo, de Delon et tout ça. On a, et d'où l'apport, ce qui est plutôt cool, et c'est là que tu te dis, ouais, Guillaume Perret a tout compris, d'où l'apport de Gérard Lanvin dans le 3e, puisque Gérard Lanvin, c'est quand même les spécialistes. Enfin, voilà, c'est aussi un acteur aussi qui faisait de la comédie et puis des films d'action à l'époque, et c'est voilà, c'est une gueule du cinéma français. Et ce que moi j'ai vraiment adoré, c'est que il y a un casting de ouf, mais c'est un casting de gueule. Ouais. Enfin, tu prends Alban Lenoir, il a quand même une gueule. Surtout que grâce à Balle perdue, il a vachement explosé, parce que après il a fait Aka, qui est une pépite, mais vraiment, bon, c'est une dinguerie. Aka, c'est une dinguerie. Alors, Aka, pour info, il y a une connexion, puisque Aka, il est réalisé par le directeur de la photo de Balle perdue. Ouais. Donc pour info, c'est pareil, c'est toujours dans l'actualité, puisqu'en fait, donc le directeur de la photo, donc c'est Morgane Dalibert, hein, sur Balle perdue, sur les 3 balles perdues, il me semble. Je crois qu'il fait la photo aussi sur le 3e. Il réalise Aka. Et c'est donc Morgane Dalibert qui fait donc tu sais, le nouveau film là Rapide. sur la F1. Ouais, Rapide, ouais. Rapide, voilà. Ouais, Rapide. Ouais. Donc c'est un petit monde en fait qui bosse bien ensemble, et du coup on est toujours content de voir Alban Lenoir au cinéma, quoi. Ouais, totalement. Et c'est, comme je te dis, c'est un acteur qui a popé. On le voyait dans Kaamelott, HeroCorps, dans pas mal de petites pastilles. Dead. Ouais. Un Goal of the Dead. Mais oui, quelle dinguerie. Mais oui, quelle dinguerie ce film. Mais quelle dinguerie. C'est vrai, j'avais oublié, mais quelle dinguerie. Mais c'est un bosseur en fait, Alban Lenoir, parce que c'est un mec qui a galéré. Ouais. Il explique dans plein d'interviews. L'idée, c'est pas de reprendre tout ce qu'il a pu dire dans l'interview. On vous invite à aller écouter ça. Mais c'est un mec qui a fait énormément de cachets de figuration avant d'arriver à être repéré par la famille Astier, par Alexandre Astier, et faire Kaamelott, et ensuite aller sur HeroCorp. Et puis, à force de travail, il a réussi à s'installer. Et a priori, le film qui l'a fait exploser et qui lui a donné sa crédibilité, c'est le film Un Français. Exact. Parle d'extrémistes, voilà, des radicaux. Donc voilà. Et puis après, il a fait tout plein d'autres choses. Anti-gang, voilà. Ça... Moi, je l'ai. Au-delà de ça, Kaamelott, oui, HeroCorp, c'est vraiment dans Anti-Gang, quand je l'ai vu, et j'ai vu qu'il savait se battre, et je me suis dit, mais ce mec, c'est une dinguerie, il faudrait le voir tout le temps au cinéma. Enfin, franchement, puis il a une telle sympathie, enfin, il respire la sympathie, il dégage ça, c'est clair. une sympathie, donc voilà, pour le coup, moi j'avais juste à rajouter que voilà, c'est des gueules. Sur les 3 films, c'est des gueules, et ça fait plaisir de voir ça au cinéma, sur Netflix, en tout cas, de voir ce genre de film, et en plus c'est français, et ça c'est cool. Est-ce que tu passais à l'art martial, ça me permettra de donner 2-3 infos, puis de vous lâcher tout de suite la première surprise, parce que ça colle plutôt bien. Vas-y, lâche. Le truc. Les 3 films sont chorégraphiés et réalisés au niveau des scènes de combat par Manu Lanzi, qui commence à être quelqu'un qui est aguerri maintenant dans le milieu. Ça me parle, Manu Lanzi. Ouais, dans le milieu de la cascade et dans le milieu de la chorégraphie des combats. Pour rappel, hein, c'est un mec qui a été cascadeur sur Le Pacte des Loups, qui a été la doublure d'un certain Clovis Cornillac sur Scorpion. Voilà, il a fait plein de choses. Je vais pas m'étendre parce que il se pourrait qu'il y ait un petit épisode dans la boîte avec Manu Lanzi. Voilà. Je vous le dis, il va arriver, donc il n'arrivera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la surprise qu'on vous garde pour la fin. C'est ça. Il arrivera dans 2 semaines. Ouais. Parce que justement, on reviendra sur sa carrière. On parlera bien évidemment de Balle perdue. J'ai eu cette chance-là d'enregistrer avec lui il y a quelques jours. L'épisode est monté, il est en boîte, il est programmé. Il n'y a plus qu'à. Je vous le dis ici, il n'y a malheureusement pas la vidéo. Ouais. Parce que Manu avait des problèmes de connexion là où il était. Il a pris de son temps en fait sur pendant qu'il était en off. Donc je l'ai pris au vol. J'ai profité du temps qu'il avait, et malheureusement avec des problèmes de connexion, on s'est dit on va passer en audio. C'est cool, vous allez kiffer. Moi j'ai kiffé le moment, donc j'espère juste que vous allez kiffer le moment. Ce que j'aime assez bien, la particularité en fait de Balle perdue, c'est qu'il y a assez peu de scènes de baston, puisque c'est quand même beaucoup axé sur les cascades de voitures, etc., sur du gunfight, mais il y a quand même il y a quand même des bonnes scènes de bagarre, c'est ça que je voulais dire. Et ces bonnes scènes de bagarre, elles sont orchestrées, chorégraphiées par Manu Lanzi, et
réalisé par Manu Lanzi. Ouais. Et ça, c'est une particularité. Et ça rappelle un mode de production bien connu qu'on a ici maintenant, puisqu'on commence à écumer aussi beaucoup de films HK, des films de Hong Kong, puisque les films hongkongais, comme vous le savez sûrement, la plupart du temps, on avait un réalisateur qui s'occupait de la partie cadre, enfin, on va dire classique, et on avait généralement le chorégraphe des combats qui s'occupait de toute la partie réalisation des combats. Et sur Balles perdues, ils font le même système. Et on peut le dire, ça marche très très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que on va retrouver, moi je trouve, on retrouve la patte Manu Lanzi sur ces films-là, sur ce côté de un contre plusieurs, d'arriver à gérer les différents assauts, d'avoir ce côté un peu chaotique à l'écran, mais qui fonctionne bien, où on arrive justement à rendre, en tout cas sur toutes les scènes de baston qu'il y a sur la trilogie, le tout reste ultra lisible, ultra bien cadré, avec un bon angle qui va bien. Cette impression de suffoquer un peu, c'est ce que j'avais dit pendant l'interview, j'ai l'impression de suffoquer quand on regarde tes scènes, parce qu'on a l'impression qu'il va jamais s'en sortir, que quand il est sur le point de pouvoir partir, il y a toujours quelqu'un qui arrive au moment et qui viendra le bloquer. Et elle se caractérise comment ? Elle se caractérise par ces scènes de combat, par de la grosse brutalité, de la bonne grosse violence, ça n'hésite pas à péter des bras, péter des nez. Et au niveau de l'art martial, on va dire que c'est un mélange en fait d'autodéfense. On va dire que c'est plutôt de l'autodéfense avec un peu de boxe. Voilà, il y a des coups de poing, il lève pas trop la jambe, Alban, mais il donne des coups de genoux, il donne des coups de coude, il utilise beaucoup les éléments du décor. Donc voilà, on sent un petit peu tout ce mélange de je me défends comme je peux me défendre avec tout ce que j'ai autour de moi, un peu comme on pouvait faire aussi à l'époque à Jackie Chan. Ouais. Quand il a plein de monde, il va ramasser ce qui lui tombe sous la main et puis il va fracasser dès qu'il peut les mecs. Et là, on retrouve un petit peu cet esprit-là dans ces scènes de baston-là et qui rend le truc ultra jouissif et ultra bourrin. Voilà. Je vais pas en dire plus parce qu'encore une fois, j'ai passé un peu de temps avec mon invité, donc je veux aussi laisser un peu de place à ça. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez kiffer. On vous a prévu un mois de mai quand même assez fou sur le fait de parler d'un film français, parce qu'on n'a pas encore parlé de film français dans le podcast, si je ne m'abuse. Si, Samouraï. Ah mais si, il y a eu Samouraï. C'est vrai, pardon, excuse-moi. Il y a eu Samouraï. Oh là là, la grosse erreur. Oh la boulette. grosse erreur. Oh la boulette. Oh la boulette. Non mais en tout cas on a fait je me rattrape aux branches, tu sais, on a fait un mois 100% Frenchy. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après c'était notre, voilà. Là, je fais une petite parenthèse, mais non, mais j'ai fini. De toute façon, tu peux y aller. Ah oui, non, mais c'était notre but aussi d'aussi s'attaquer au cinéma français. On en a quelques-uns en tête, mais c'est vrai que on a fait beaucoup de films hongkongais, des films américains, et c'est vrai qu'on se disait, il y a quand même des films français, et on voulait aussi en parler. Et là, ça tombe bien parce que c'est l'actu qui veut ça. On a commencé avec Samouraï comme ça, et c'est arrivé avec l'interview de Cyril Mourali, et puis après il y avait Balles perdues, et puis voilà, ça s'est enchaîné, mais c'est très cool, c'est très cool. Ouais, alors en fait dans l'ordre, c'est ça en fait. On voulait faire Samouraï et on s'est dit sur un malentendu, on va essayer de trouver quelqu'un du crew, et on a trouvé l'acteur principal. Donc, on s'est dit dinguerie. Donc Kurata c'est un peu compliqué, mais on a réussi à avoir Cyril Mourali. Donc on espère en tout cas ici que cet épisode vous aura plu. On a passé un super moment avec Cyril. Là pour Balles perdues c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu les contacts de tout ce qu'on pouvait faire autour de Balles perdues, et après on s'est dit on va en profiter pour faire Balles perdues. Et c'est vrai que l'avantage aujourd'hui avec le cinéma français, c'est qu'il n'y a pas la barrière de la langue, on n'est pas des pros de l'anglais encore, enfin on travaille un peu en off sur l'anglais, parce qu'on ne désespère pas un jour d'avoir peut-être un acteur anglophone, qui sait, sur un malentendu. Mais en tout cas, ce qu'il y a, on n'a pas la barrière de la langue, et ça reste globalement des gens qui sont accessibles. Et c'est vrai que si demain on doit refaire un film français d'action, on va essayer de taffer avant de le sortir, d'essayer de trouver éventuellement une personne liée au film pour justement pouvoir en parler et puis se faire plaisir. Et pour la boucle est bouclée, je le redis ici, mais on a parlé donc de Samouraï, et Manu Lanzi faisait partie aussi de l'équipe de cascade de Samouraï. Tout à fait. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, totalement. Écoute, je vais si ça ne dérange pas, je vais commencer mon avis. Balles perdues 1, vas-y. Balles perdues 1, écoute, Balles perdues 1, c'est une claque. Je me rappelle les premières critiques qui étaient arrivées, certains qui disaient c'est pas réaliste, il défonce, voilà. Bon. Après, il en faut toujours. Malheureusement, il faut toujours des critiques qui... c'est français, donc forcément, c'est mauvais. Et moi, quand j'ai vu le film, mais quelle dinguerie, du début jusqu'à la fin. Bon, déjà, le casting, j'aime beaucoup Alban Lenoir.
Et donc à partir de là, je me suis dit ça va être fou. Et puis j'étais content de revoir Stéphie Selma. Je l'avais vu dans 10%. Je la trouve vraiment incroyable dans cette série-là. C'est vrai. Ouais, je la trouve vraiment incroyable dans cette série-là. Et puis en plus, ça me faisait plaisir de revoir en fait le cast d'Antigang. Parce que c'est un film que j'avais beaucoup aimé au cinéma. Et c'est vrai que c'est de les revoir, je me suis dit, ah putain, c'est cool, ils les ont repris. Et ça fait, enfin tu vois, ça fait vraiment plaisir. Et donc, pour le coup, pour moi, Balle perdue, c'est du non-stop. C'est-à-dire qu'en fait, il nous laisse pas le temps de respirer. Quand je parle de chasse à l'homme, c'est vraiment une chasse à l'homme. Il dure 1h30. Ouais, à peu près, ouais. Et c'est une dinguerie du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que t'as beaucoup de courses-poursuites, d'explosions, de gunfight. Et puis, dans tout ce mélange, tu as une baston et tu te dis, oh, mais dinguerie. Enfin, franchement, c'est une dinguerie, quoi. En plus, c'est sur des plans vachement resserrés, c'est des lieux vachement restreints. Et je me dis, mais c'est quand même fou d'avoir fait tout ça, un film d'action pur et dur, et d'avoir fait un sans faute. Pour moi, c'est un sans faute. Sur le premier, tu vois, il y a toujours des choses à dire, mais pour moi, pour ma part, ça reste quand même un truc assez ouf, quoi. Donc, non, pour le coup, je valide bien évidemment ce premier Balle perdue. Je trouve que en effet, au niveau de l'humour, c'est bien calibré. Au niveau du scénar, c'est ce qu'on est venu chercher. Enfin, tu vois, vraiment. J'ai envie de te dire, c'est pas le terme simpliste qu'il faut utiliser, mais c'est le terme simple, efficace. Ouais, efficace. Et c'est tout ce qu'on demande. Il va d'un point A jusqu'au point B, bam, c'est parti, allez. Pas besoin d'avoir un cerveau alambiqué, tu vois. Moi, j'ai besoin d'arriver, tu débranches ton cerveau et puis tu te laisses porter, quoi. Et c'est de l'efficacité pure, quoi. C'est ça, totalement. Et ça, donc, pour le coup, ce Balle perdue 1, il est très efficace. Et est-ce qu'il pouvait se satisfaire lui tout seul ? En tout cas, il a fait la conclusion, de sorte à ce que si jamais ça fonctionne pas, il laisse une fin ouverte. C'est ça. Mais en tout cas, c'est géré. C'est-à-dire que, entre guillemets, la mission qui était fixée, qui était donc cette fameuse balle perdue, comme le nom l'indique dans le titre du film, l'histoire elle est réglée. Le lien par rapport à la balle perdue, c'est réglé. On s'est résolu. On a fait ce qu'il fallait pour arriver du point A à point B. Ça laisse une fin ouverte. Après, si ça se faisait pas, tu laisses travailler un peu ton imagination et tu te dis, ils auraient fini par attraper. Bon, par chance, ça a cartonné et ils nous ont fait une suite, ce qui permet, au final, dans le 2, de faire un petit raccord pour se dire, hop là, on rattrape un peu le truc de la fin ouverte pour remettre un peu les choses et puis qu'on reparte bien comme il faut au 2. Je commence à comprendre. Ben oui. Je commence à comprendre ce principe-là. Oui. Ouais. Oui. C'est ça. C'est parce qu'en fait, on sent que c'est un peu raccrocher les wagons comme on peut parce qu'on a fait cette fin un peu ouverte. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ce qui fait aussi la force du 2, on y reviendra tout à l'heure, c'est que tu peux commencer par le 2 sans avoir vu le 1 et ça marche. Oui, totalement. Ça marche quand même, puisqu'il y a un petit résumé, ça te remet un peu dans l'état d'esprit. Donc voilà, moi je sais que j'ai démarré par le 1 et c'était alors. Je peux y aller ou tu as fini ? Vas-y. Moi, le 1, je l'ai découvert parce que j'étais dans cette frénésie de me faire j'étais dans mon moment où j'avais envie de voir tout ce que faisait Alban Lenoir. Donc, dans la même semaine, j'avais vu donc le Balle perdue 1, j'avais vu AK. Balle perdue 2 n'était pas encore sorti à l'époque, je crois, de mémoire. Ou peut-être que j'ai vu Balle perdue 2. Je m'étais fait les 2 anti-gang. AK. Ouais, donc Balle perdue 2, si t'as vu les 2 anti-gang, Balle perdue 2 était sorti. Voilà, c'est ça. Donc j'ai vu ces 5 films-là en une semaine. Et j'ai pris un pied monstrueux. Mais tu sais, et comme Balle beaucoup. perdue 1, comment ? Comme beaucoup ont fait parce que moi j'ai des potes qui connaissaient pas et qui ont commencé par Balle perdue et puis ils se sont fait toute le Alban Lenoir verse d'un seul coup. C'est ça. Il m'en reste encore à voir parce que honnêtement, moi je l'avais laissé avec forcément HeroCorp. Ouais. J'avais pas trop suivi après. Même un français, je vais être honnête, je l'ai pas vu. Donc voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de tomber dessus. Donc quand j'ai vu qu'ils faisaient des films d'action, que ça tatanait, qu'il y avait de la bagnole qui se fracassait, je me dis allez c'est bon j'y vais. Et du coup sur ce entrefait là, j'ai dévoré ces 5 films là, je te le dis dans la semaine. Et le 1, moi je l'ai trouvé incroyable parce que c'est ni plus ni moins en fait, je trouve assez fou ce qu'ils ont réussi à faire avec le petit budget qui leur a été accordé.
arriver à être dans de la débrouille. On n'a pas d'effets en CG. Enfin, il y a pas d'effets, il y a un petit peu d'effets spéciaux, mais sur les scènes de bagnole, sur les scènes de baston, c'est que du dur, quoi. Et c'est ça qui est ouf, quoi. On voit une bagnole se faire fracasser à l'écran, il y a vraiment une bagnole qui a été fracassée à l'écran, quoi. Donc c'est ça que j'adore, parce que on n'a pas besoin d'un gros budget et on n'a pas besoin de te mettre à la tronche tout plein d'effets spéciaux pour te dire ouais, vous avez vu, c'est génial, hein. Je sous-entends bien évidemment les derniers Fast and Furious, La famille. la famille. Et puis derrière, qu'on se dise, voilà, ok, les Français, on sait faire aussi, quoi. Et il n'y a pas de honte à avoir là-dessus parce qu'on sait le faire et on sait bien le faire. Surtout ça qui est hyper important. Et moi, honnêtement, quand j'ai regardé ça, je l'ai pris comme il était. Je suis pas parti avec un postulat de base en me disant, oh là, c'est un film français, ça va être naze. J'y suis allé parce que on me promettait un film d'action, des courses-poursuites, des cascades de bagnole. Et ce que je trouve vachement bien dans la patte de Guillaume Pierret, c'est que tout ça, en fait, on a une réal qui est ultra fluide, ultra propre et ultra lisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les scènes de baston, là on sait que c'est Manu Lanzi derrière, mais que ce soit les scènes de course-poursuite, les scènes où les bagnoles se fracassent, tout est ultra lisible et tout est hyper agréable à suivre. Et ça fait plaisir d'avoir un film d'action qui dure 1h30. Enfin, il n'y a pas à dire, mais aujourd'hui, on nous a habitués à des canons de 2h, 2h20 pour un film d'action qui n'a rien à raconter. Là, on a 1h30. Les derniers Pour le Fast and premier, Furious, le deuxième fait un tout petit peu plus, et le troisième, je crois qu'il fait 1h50. Mais il fait pas 2h. Il fait moins de 2h à chaque fois. Et on est capable, aujourd'hui, de raconter une histoire en moins de 2h et que tu arrives à prendre ton pied. Donc ce film-là, ce premier film-là, c'est un scénario simple, efficace, qui va droit au but. Et je trouve que tous les comédiens, ils jouent de manière ultra juste. Les bastons, elles sont folles. La scène du commissariat, quoi. Enfin, c'est ce genre de film-là, ça te laisse des plans iconiques, quoi. Tu penses Balle perdue 1, tu te dis purée, la scène du commissariat, quoi. Tu penses aux espèces de treuils là qu'il a, enfin, les espèces de crochets qu'il a mis en place pour dézinguer des bagnoles. Il y a que des plans iconiques et des moments iconiques, ce qui fait que ce film-là te marque la rétine. Et moi, c'est ce que j'ai besoin. Enfin, franchement, ça marche de fou et t'en redemandes toujours plus, quoi. Donc, et ce qui est assez fou dans ce truc-là, c'est que Alban Lenoir, au niveau baston, il fait 99% de ses cascades. Et pour la partie bagnole, il ne les a pas fait juste pour des raisons d'assurance, mais je vous garantis qu'il en fait énormément. Il en fait énormément. Il y a des choses un peu trop dangereuses que au niveau des assurances, c'était compliqué, et puis que derrière, David Julien, pour le coup, a mis un peu le haut là. Mais franchement, enfin, il fait une grosse partie de ses cascades. Donc ça fait plaisir de voir un comédien investi. En plus, sur les deux premiers, il est aussi investi au niveau de l'adaptation, pas de l'écriture, parce que c'est un scénario de mémoire. Je crois que c'est Guillaume Pierret et Rémi Lautier, si je dis pas de bêtises, pour la partie scénario. Et donc là, lui, il est comment dire, il est impliqué dans l'adaptation de la partie de l'écriture, quoi. Donc voilà, j'ai peut-être une bêtise, hein. Je sais pas. Alors, si Rémi Lautier... le premier, c'est Guillaume Pierret, juste. C'est Guillaume Pierret, ouais. Mais après, je sais qu'Alban Lenoir participe un peu à l'adaptation. Ouais, totalement. Il y a Kamel Gamera et Guillaume Pierret aussi. Ouais, Rémi Lautier, c'est à la production. Je dis des bêtises. Voilà. Je me corrige, je m'auto-corrige. Voilà, pour pas dire de bêtises. Mais ouais, non, franchement, c'est top. Franchement, c'est super. Et puis, franchement, je vous recommande ce premier qui est une très belle entrée en matière pour démarrer cette belle trilogie qui est Balle perdue. Alors, on donne notre avis pour le 2 ? Eh ben, on enchaîne sur le 2, ouais. On enchaîne sur le 2, donc qui est sorti en 2022. Alors, pour rappel, en fait, il a été annoncé en mars 2021. On savait, parce que Guillaume Pierret souhaitait faire un 2. Donc, sur les réseaux sociaux, il disait peut-être qu'il y aura un 2. Et c'est vraiment Netflix qui a annoncé en mars 2021 qu'il y allait avoir Balle perdue 2. Écoute, Balle perdue 2. Waouh, voilà. C'est ouais, non, mais c'est assez incroyable parce que il change. Enfin, il fait évoluer le personnage d'Alban Lenoir déjà de façon assez dingue. On peut pas trop dire, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, mais très bon, très belle évolution. En plus, le pépère, il s'est vraiment mis à la muscu. Il s'est un peu musclé entre les muscles. Voilà, c'est ça. Je me rappelle la première photo qu'ils avaient dévoilée où tu vois Alban Lenoir en t-shirt. Bon,
Ouais, bah, j'ai Ouais. vu des photos où tu le vois torse nu, Ouais. où il est en période de sèche. Ouais. Ça va. Hein. Ça... et pour le coup, le 2, c'est un film de fou furieux. Le 2, c'est un film de fou furieux. C'est un C'est film... une suite directe, mais qui Ouais. se permet, enfin, qui raccroche les wagons au début du film Oui, en étant une ouais, ouais. suite vraiment directe, mais qui laisse passer un petit peu de temps entre les événements du 1 Totalement. et les événements du 2 pour une histoire de scénario, tout simplement, et pour pouvoir justement remettre en place des choses. Et c'est assez incroyable d'ailleurs de voir ça. C'est un film, comment dire, en fait, comment dire, ça m'a fait penser un peu à 24 heures chrono. Tu vois, c'est un film non-stop. Ah ouais. C'est un film non-stop. C'est-à-dire que en fait, c'est une longue scène. Ouais, quand l'action démarre, quand ça commence à démarrer vraiment, c'est pas un plan séquence, mais non. parce que voilà, mais t'as l'impression que c'est en temps réel. C'est en temps réel. C'est en temps réel. C'est une longue scène. Ouais. Et bah pour le coup, en fait, c'est un désir du réalisateur hein, de vouloir faire ça. Ce qu'il voulait, en fait, il voulait reproduire. Enfin, il voulait faire ce qu'il n'avait pas pu faire dans le premier film. Et donc, pour le coup, il le fait dans le second film. Bah, c'est dinguerie, quoi. Enfin, c'est à un moment donné. En plus, bon, t'as l'ajout de Jérôme Niel, qui pour le coup, qui a un petit rôle, hein, qui a un petit rôle. Alors, qui a un petit rôle, mais pour le coup, dans Vermine. Et là, j'avais entendu par rapport au réalisateur et tout ça, le réalisateur, dans une interview du réalisateur, qui disait qu'en fait, c'est un mec qui se défonce et qui fait aussi ses cascades. Ouais. Et alors, pas toutes ses cascades, mais bon, il fait la plupart. Ce que j'aime bien d'ailleurs dans le film, c'est qu'il pense pouvoir. Oui. C'est une petite joke qui m'a marqué, parce que Alban Lenoir a une réputation, puisque forcément suite aux événements du 1 et notamment aux événements du commissariat, il est réputé comme quelqu'un d'ingérable et difficile à gérer en mano-mano en combat. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Jérôme Niel, qui est quand même assez petit, Alban Lenoir qui est assez grand, assez massif, Jérôme Niel fait un peu le fanfaron en disant ouais, moi c'est bon, je peux le prendre et tout, et puis il me dit attends, je fais du MMA, hein. Je fais du MMA. Ça me fait rigoler quand tu les vois les uns à côté des autres, tu te dis bon, non, c'est pas possible, mec, tu n'y arriveras pas. mais pour le coup, ouais, le 2 est assez incroyable en termes de course-poursuite. On a des nouveaux personnages, on a comment dire, une histoire qui se continue, mais avec un développement de tous les personnages. Ouais. Que ça soit de la partie gentille, mais la partie méchante. C'est vraiment, il y a un vrai développement, il y a une vraie continuité, et bah pour moi c'est le top du top, quoi. Et on est toujours encore, on garde toujours ce schéma de il faut aller d'un point A à un point B avec des véhicules. Tu vois, toujours assez simple dans l'écriture, mais toujours efficace. Dans le 1, c'est d'arriver à récupérer une preuve et de l'emmener dans un endroit. Ouais. Là, c'est une personne qui est en jeu, qu'il faut protéger et ensuite ramener dans un point, à sa destination. Et c'est ça qui fait qu'il est assez fou, parce que là, on sent qu'il a plus de budget. Il a gardé la même philosophie du premier, mais en se disant, ok, on va aller, comme tu disais tout à l'heure, on va aller plus loin, on va aller plus fort et on va faire plus waouh. Et ouais, c'est plus waouh. Moi, si je prends juste déjà les scènes de baston, il y en a plus. Il y a la scène de baston dans la maison de la femme d'Areski, où Alban est aux mains avec, le personnage de Lino vient aux mains avec des agresseurs, et elles sont juste maboules. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Anthony Faux, qui nous suit sur les réseaux et puis avec qui on échange régulièrement, qui est donc l'assistant de Manu Lanzi et qui fait un peu de cascade sur cet épisode-là. Et c'est lui qui se fait fracasser dans le mur de la baraque, qui est un des mecs encagoulés qui se fait fracasser dans le mur de la baraque. Et je lui avais dit, quand on en avait discuté, je dis mais cette scène-là, elle est dingue, t'as dû te faire mal et tout. Non, il me dit t'inquiète, c'est prévu pour. Mais j'avais trouvé ça assez fou parce que je le cherchais dans le film et forcément c'est lui qui se prend une des grosses mandales du film en se faisant emplafonner dans un mur, quoi. Donc encastré dans un mur, parce qu'emplafonner c'est une autre partie du mur. mais cette scène-là, elle est assez folle. Et puis ils se sont dit, on va refaire une scène dans un peu le même genre que le commissariat. Ils nous font la scène de l'entrepôt où sont entreposées les bagnoles qui servent justement à arrêter les go fast. Et celle-là, elle est juste ma boule. J'adore cette scène. Ça fracasse dans tous les sens. Il y a encore plus de monde. On sent que les mecs tentent d'arrêter Alban pour une raison qu'on n'expliquera pas, sont encore plus chauds en baston que les premiers, parce que autant dans le premier, ce qui était assez drôle, c'est que tu sens que c'est les
je vais pas dire que les flics c'est des bouseux, mais tu sens que les mecs sont pas très très bons, quoi. Ils tentent de l'arrêter comme ils peuvent, ils se prennent des grosses mandales. Tu sens qu'il y a des agents administratifs qui viennent donner un coup de main, mais ils s'en prennent une aussi. Là, tu sens que les mecs là qui vont tenter de choper Alban, le personnage de Lino, pardon, ils sont carrément affûtés, quoi. Tu te dis, ouais, ça va être chaud là quand même. Bah, bon, on vous dira pas, mais cette scène, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Mais dans le 1, moi j'adore dans la scène du commissariat où en fait il y a un gars qui n'a rien demandé, il se croise avec Alban le Noir, avec le personnage d'Alban le Noir, et il se fait défoncer la tronche, alors que le mec il a rien demandé. Et vraiment, et c'était vraiment très drôle. À noter aussi, j'ai oublié de mentionner 2 personnages emblématiques dans le 2. C'est le personnage de Alvaro. Oui. Qui est quand même un bon binôme à Alban le Noir. Enfin, vraiment, il l'aide vachement. Et puis, Alvaro, qui est donc le policier espagnol, qui est interprété par Diego Martin. Et le commandant Diego Martin. Et le commandant Yuri Batista, qui est interprété par Quentin Desno. Et qui est ouf. Au niveau baston, qui est un de la team de Manu Lanzi, puisqu'on le voit quand tu regardes les vidéos de Manu Lanzi qui montrent ses stages à la cascade. Il fait partie des gens de l'entourage de Manu Lanzi, et il est juste ouf en baston. C'est un show. Et puis, très très chaud. Charisme de ouf. Ouais. Je pense que ce mec-là, il devrait avoir plus de rôles dans le cinéma d'action. Honnêtement, je l'ai découvert avec Balle perdue. J'ai pas regardé ce qu'il a fait d'autre, mais ouais, la prestation est bonne, et je trouve que sa prestation est encore au-dessus dans le 3. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, moi j'ai ce que j'ai adoré. Moi, c'est une montée en puissance. Je le trouve encore au-dessus en termes de qualité, en termes de puissance. Moi, j'ai pris mon pied, et toutes les 5 minutes, j'étais en mode wow, incroyable, c'est ouf. Ils ont réussi à trouver une petite astuce pour les fameuses broches là qui permettent d'attraper l'arrière du véhicule, en rajoutant un petit stratagème électrique. Voilà, on vous en dit pas plus, mais ça fait des cascades un peu au-delà du réel, mais c'est pour provoquer l'effet waouh. Et tout ça, c'est fait en réel sans CGI, donc c'est ça qui renforce encore plus le truc assez ma boule. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on sent que ce film-là est fait avec le cœur, est fait par des passionnés, est fait par des gens qui aiment le genre, et ça fait plaisir. Voilà. Et encore une fois, on le répète, c'est des productions qui ont absolument pas à rougir de ce qui peut se faire outre-Atlantique. On est capable de faire en France, on est capable de faire de la baston, on est capable de faire de la cascade de bagnole, et de rendre ça fun, de rendre ça cool, de rendre ça agréable à regarder, et ça fait plaisir. Et on en demande toujours plus. Moi, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai adoré aussi les Anti-Gang, qui a aussi une proposition, et qui, le 1 et le 2, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et ça fait plaisir en tout cas de se dire que voilà, on sait faire, et que faut pas hésiter à en faire d'autres. Et je suis très curieux, on le dira à la fin, de voir ce que fera Guillaume Pierret après, parce que clairement je pense qu'on pourrait être amené à le voir dans un autre genre, mais voilà, je garde ça pour plus tard, mais je le vois bien dans un autre genre qui pourrait bien lui aller aussi. On passe au 3 ? Eh ben on passe au 3. On passe au 3, donc le 3, 7 mai 2025. Ouais. Je peux juste mettre une petite phrase d'intro. Moi, j'avais un petit peu peur, et je te laisserai conclure. Ouais. Parce que le 2 avait tapé tellement fort, je suis d'accord, que je me dis, putain, le 3, ça va être un peu en dessous. Et c'est là où il a été super bon, je trouve, dans l'écriture. C'est qu'ils ont proposé pas quelque chose de plus fort, de plus ouf, de plus dingue, même s'il y a des cascades complètement ouf, l'hélicoptère, des chutes de bagnole dans un ravin, enfin des trucs assez maboules. Mais ils ont essayé de proposer quelque chose d'un peu différent, tu vois, dans l'approche, dans le côté cascade, même dans le côté baston. Une copie un peu différente, mais qui n'empêche pas que c'est aussi ouf, aussi dingue. Et moi, ce film-là, le 3, je trouve que c'est une conclusion déjà en apothéose, une conclusion vraiment dingue, et ce qui donne une cohérence vraiment ouf à la trilogie, parce que ça démarre bien et ça se conclut super bien. Et j'ai adoré ce 3e volume, parce que encore une fois, t'es capable de dire, de citer les scènes en fait qui t'ont marqué. Moi, la course-poursuite Alpine versus moto, elle est juste dingue d'intensité, dingue d'immersion. La scène de la bagarre dans le tramway, elle est juste, c'est juste, voilà, je name drop comme ça, les gens ils se raccrocheront, mais j'ai adoré cette scène-là. Et puis l'apothéose avec la dépanneuse et les hélicos, enfin les bagnoles, les feux d'artifice.
C'est un final assez dingue. Et je le dis ici, parce que comme ça permettra de raccrocher mon avis à tous les wagons. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, et c'est ce que je reproche beaucoup à la saga des Fast and Furious, c'est que plus on avance dans les épisodes, plus ils essaient de faire un truc énorme, c'est-à-dire plus de bagnoles, on va toujours plus loin, ils vont terminer dans l'espace, tu vois, enfin c'est toujours un peu le cliché qu'on peut donner Fast and Furious. Ben là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, il y a une bagnole, c'est l'héroïne du film. Oui. Et on se concentre dessus. Ouais. Dans le 1, c'était la Renault 21. Ouais. Tu vois. Dans le 2, c'est la Renault 21 pimpée, mais la Mégane RS, tu vois, qu'on a chez les flics. Là, dans le 3, eh ben, ils partent avec une Renault Alpine. Tu sais que ça va être elle qu'on va avoir une partie. Et après, ils vont partir sur une dépanneuse, bagnole à l'américaine, qui va être un peu customisée pour l'occasion. Et tout ça, à chaque fois, c'est toujours l'engin qui est mis en avant, qui est un personnage à part entière dans les films, qu'on va suivre, qu'on va limite avoir un peu de peine quand il va lui arriver un peu malheur, parce que forcément, il y a de la cascade et ça va pas toujours se terminer bien pour le véhicule. Mais je trouve que il arrive un peu à apporter, pas une humanité, mais en tout cas une vraie identité à chaque véhicule de cette trilogie, et ce qui fait que ça renforce un peu le côté waouh et le côté de te dire ok, ouais, putain, ils ont tapé fort, et puis c'est toujours des scènes qui marquent la rétine, et ça je trouve qu'il est très très fort pour ça, tout en restant fidèle à ses codes de réalisation, puisque je trouve que le montage est au poil, la réalisation elle est au poil, le cadrage, tout est top, et ce qui fait qu'à chaque fois, tu profites vraiment bien des cascades, tu profites vraiment bien des courses-poursuites, des combats. Enfin, c'est un ensemble qui est très équilibré, et petit bémol, je vais donner un petit bémol sur le 3, qui en n'est pas vraiment un, mais qui permet de raccrocher peut-être un public qui démarrait avec le 3. Il y a toute une phase au début où on perd 15-20 minutes avec une remise en contexte. Moi, je l'ai aimé, personnellement, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas trop parce qu'au niveau du rythme, ça perd un peu en rythme et ça met un peu de temps à démarrer. Mais les 15-20 premières minutes, c'est de la remise en contexte sur le personnage d'Areski. On nous remet un petit peu en contexte le personnage de Lino. Et puis, hop, ça démarre. Et puis, voilà. Et c'est un peu plus long à démarrer que dans les deux précédents. Mais je pense que c'est nécessaire pour raccrocher les wagons et pour permettre, parce qu'il y a eu quand même 3 ans entre le... 3 ans. Ouais. 3 ans, ouais, 2022 et 2025. Donc, il y a eu 3 ans entre le 2 et le 3. Donc, c'était important de refaire cette petite mise en contexte. En plus, Netflix, il est sympa. Il te fait un résumé des deux précédents volets. Ouais, ça, c'est cool. Juste avant. Donc voilà. C'est peut-être le petit bémol. C'est l'entrée en matière qui est un peu plus longue, même si je dois avouer que la séquence de Nicolas Duvauchel contre les Allemands, elle vaut son petit pesant de cacahuètes aussi. Voilà. Mais donc voilà, donc j'ai adoré aussi le 3, et pour moi c'est vraiment une trilogie vraiment super, et qui, c'est toujours important, à la revoyure marche toujours aussi bien. Et une petite info qu'on va vous donner, c'est que les films sont prévus en coffret, Blu-ray, 4K, avec tout plein de bonus. Moi 100% c'est Day One, je le dis, aucun souci à le remater en physique, parce que c'est des films qui passent super bien, une fois, 2 fois, 3 fois, sans aucun problème. Je te laisse la main. Écoute, j'avais le même sentiment que toi. On sait très bien que dans le monde du cinéma, le 3e opus, c'est toujours... Il y a la malédiction, c'est pas une légende urbaine, c'est la malédiction du 3e opus. Karate Kid 3, Karate Kid 3, Scream 3, Ninja Kid 3, Kickboxer 3, Shrek 3, L'Arme Fatale 3. Ouais. C'est des films... Tiger Claws 3. Tiger Claws, oh. Ouh, mais t'es sympa toi aujourd'hui. T'es sympa, hein. T'es sympa. Ah, t'es sympa. Non mais, et j'avais peur de ça en me disant le 3e, bon, même si c'est pensé comme une trilogie, on a toujours peur de ce 3e film, de cette conclusion, comment ça va être le film de trop, quoi. Ouais, le film de trop, surtout que et souvent trop. Ok, très bien, tu joues à ça. Ok, prépare-toi au montage. Et donc, pour le coup, il y a ce troisième film. Surtout que le 2, souvent dans une trilogie, le 2 est une tuerie. Enfin, tu vois, c'est le réalisateur met tout dans le 2 et fait une conclusion à chaque fois dans le 3. Un peu plus, tu vois, non mais regarde, L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 2, L'Arme Fatale 3, L'Arme Fatale 2, c'est L'Arme Fatale 2, quoi. C'est... Ouais. Tu vois, moi j'aime bien d'ailleurs 2. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup, mais est-ce que pour autant il est supérieur au premier? Il y a débat, tu vois. Ouais, il y a débat. Mais tu vois, je veux dire... J'étais d'accord avec ta théorie sur le 3e film. Ouais.
Le deuxième film, je suis Ouais, peut-être un c'est- peu plus mesuré. Alien 1, Alien 2. Alien 2. Ah ouais, tu Ah, vois, il y a Alien 2, débat aussi, tu vois. Ah ouais. Le Parrain 2. Ah, Il y a ouais. débat aussi, Il tu y a vois. débat, il y a débat, il y a débat. J'ai cité les gros classiques, hein, mon excuse. Tiger Class 1, Tiger Class 2. Tiger Class 2, Bon. le Cercle de Feu 1, le Cercle de Feu 2. Ah, le 2. Cercle de Bloodfist deux. 1, Bloodfist 2. Bah c'est bon, on arrête. Ah ouais, bah on arrête. perdu tous les auditeurs. Ouais, c'est bon, terminé. Donne ton avis là. Ouais, bah, Non. écoute, j'ai adoré. Non, mais j'ai adoré. Voilà. J'allais dire, j'ai adoré Bloodfist 3, mais non, mais j'ai adoré. J'ai adoré Balle perdue 3. Je trouve qu'il est génial. Je trouve que l'introduction, moi j'ai ma petite théorie, j'ai mon petit truc. Je me dis que potentiellement il y a des références. Il y a Vas-y. des références. Bah, il y a des références. Pour moi, quand Tu veux j'ai les vu. garder peut-être pour plus tard. Ah non, mais Non, je le dirai de toute façon. Mais pour moi, il y a une référence à Karate Kid 3. Ah ouais, tu me l'as sorti celle-là. Ouais. Moi je la vois pas. Mais bon. Ok. Ah, et dans Karate Kid 3, John Kreese, bon, on a cette partie-là au tout début, on revoit la scène du 2 et on voit ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le mec, bah voilà, il est SDF, il retourne dans son gymnase, tu vois, il est un peu perdu. Et pendant pendant toute une partie, en fait, on voit pas Daniel LaRusso. Parce que on a cette partie avec John Kreese qui repart, enfin, qui essaie de s'en sortir et qui appelle son pote Silver. Et pendant toute une partie, on voit pas Daniel Alors, ça serait qui LaRusso. Terry Silver dans Balle perdue 3? Ah bah ça. Selon ta théorie. Non mais je parle de Karate Kid 3, je parle pas forcément de Terry Et Silver. c'est qui Maître Miyagi alors? Ne me mets pas dans la merde. Voilà, me mets pas dans la sauce comme ça. Moi, je parle de la théorie de John Kreese, je parle pas de la théorie de Terry Silver. Non, c'est dans la construction. Si vous êtes d'accord avec Jazz, parce que moi, perso, Soyez d'accord. Je le comprends plus. Je le Oh comprends là pas. là, c'est fou Désolé. quand même. On essaye de mettre un peu Sorry. de recherche, voilà, dans nos épisodes. Non, tu et comment on se intellectualises fait trop tacler. là. Je suis même pas sûr Ouais. que le réalisateur il ait pensé à tout ça, quoi. Je sais pas. Bah écoute, moi j'intellectualise peut-être, mais j'ai bien On lui aimé. demandera. Voilà. Ouais, on lui demandera. Mais j'ai bien aimé. En tout cas, oh le clin d'œil. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai adoré l'ajout de Gérard Lanvin. C'est la best idée Ouais. au monde. Franchement, c'était l'acteur à ajouter. Je l'avais pas reconnu dans la bande-annonce parce qu'au départ, on ne voit pas. On entend juste sa voix. Et en fait, je me disais, ah, cette voix me dit quelque chose. J'ai Et pas je me regardé dis, la mais- bande-annonce, mais ok. Ouais. Ouais. Et je me dis, c'est incroyable. Et quand on le voit, je me dis, oh, il y a Gérard Lanvin. Il pue le charisme. Hein. Ah, non, mais c'est Gérard Lanvin, quoi. On va se le dire. Et ben, moi, écoute, pour Il l'avoir a vu, une voix. Ouais. C'est. moi, pour l'avoir vu en vrai, Ok. et pour un peu avoir échangé quelques mots avec lui, ouais. Monsieur. C'est... Ouais, monsieur. Je me suis même pris en photo avec lui. Pour te Oh, dire, t'as un selfie? J'ai un selfie avec lui, ouais. Ouh, faut le montrer en post-prod, ça. Ah ouais, j'ai un selfie avec lui. Ouais. Ah, J'étais faut beaucoup que tu- plus jeune, mais j'ai un selfie Faut avec que lui. tu ouais. nous sortes la photo, là. Parce Ah que moi, j'ai ouais, montré ouais. ma photo devant Dame. Ah Tu ouais, as non, montré mais il n'y a ta pas de photo souci. Gérard Lanvin, toi. Ouais. D'accord. J'ai un selfie avec lui, ouais. C'est beau. Et donc, Putain, pour je le... chialerais presque. j'ai organisé l'avant-première d'un de ses films, c'est pour ça. Lequel? C'était ah mince, c'est quand il est j'ai oublié le titre, c'est quand il est hospitalisé, il s'est cassé la jambe et il reste toute une C'est le film avec Depardieu? non pas du tout non c'est un film des années 2000 je crois qu'il est 2014 2015 et en fait il se casse la jambe et il reste comment dire c'est pas tout va bien se passer ou presque, je sais plus. Enfin, en tout cas, il reste à l'hôpital et en fait, il va faire connaissance avec les infirmiers et tout ça. Enfin, voilà. Et c'est un peu le monsieur grognon. Et c'est de Jean Becker. Et Jean voilà. Becker. Ouais. Ok. Des années 2000. Ouais, année 2015-2016, je crois. hein. Et donc. Ah oui, c'est bon, je l'ai. ouais. Bon rétablissement. Bon établissement, voilà, c'est ça. Ok, je suis en train de chercher en même temps. C'est pour ça Voilà. que. Et donc j'ai fait l'accueil du public et la petite vidéo qui va avec à l'époque dans mon autre vie. Et donc pour le coup, ouais, il pue le charisme et je trouve qu'il y a un beau développement des personnages. Je trouve que Stéphie Selma en fait, elle a un rôle dans le 3 qui est assez extraordinaire. Ouais. Elle est, on l'avait. Alors, c'est pas qu'on l'avait un peu oublié dans le 2, mais elle était un peu plus en retrait. Il lui donne un autre rôle, Ouais. presque de l'antagoniste. Oui, totalement. Ouais, je suis d'accord. Qui est plus en phase avec Lino. Et on sent que Lino a une nouvelle vie. Enfin bref, on Ouais, va pas dans le non, détail. carrément, ouais. Et là, on sait qu'ils essaient de. Alors, est-ce qu'il a changé d'idée en cours de route? On sent que c'est le scénario qui a peut-être évolué un peu là-dessus.
Il redonne beaucoup d'importance à Steffi Selma et moins à un autre personnage féminin qui était pas trop présent non plus dans le 2, mais qui avait une connexion avec Lino, vu des éléments du 2. Encore une fois, voilà, on ne spoil pas tout ça parce que voilà, c'est pas le but. Encore une fois, vous irez voir les films. Après, c'est pas du gros rebondissement, mais c'est important quand même de pas vous spoiler. Moi, je sais que j'ai aimé découvrir les films et me faire plaisir, et puis voilà. Donc après, le reste derrière, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Et donc pour le coup, non, j'ai vraiment aimé. Et puis pareil, hein, une fois passé l'introduction, bah, ça pète et ça ne s'arrête pas. Ouais. Ça ne s'arrête pas et ça va de twist en twist. C'est ça qui est cool. C'est que en fait, on peut être, on peut se dire, ouais, encore un twist. Encore... Mais non, en fait, on est ravis. C'est du bon twist. Ouais, c'est du bon twist parce qu'on s'y attend vraiment pas. On se dit, ah bah oui, je sais. La scène de l'aéroport. Oui, la scène. Voilà, c'est ça. Voilà. Scène de l'aéroport, c'est tout. Et donc pour le coup, j'ai adoré. Même tu vois, t'as un petit goût en disant ah c'est fini, c'est fini. Ah c'est voilà. Je rêve d'en avoir un peu plus. Ouais c'est terminé. Ouais c'est et tu te dis que bah il a réussi son pari. Et c'est cool. Je trouve que globalement, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, ça reste quand même un succès critique assez global. C'est un succès tout court parce que top Netflix, top mondiaux, etc. Ça cartonnait en France. La semaine de la sortie, on avait les 3 films dans le top 10. Donc, je sais pas si c'est toujours le cas. J'ai pas revérifié au moment où on enregistre, mais en tout cas, il y était encore hier. Ouais. Donc ça c'est chouette. Et ce qu'on peut encourager, c'est d'autres choses. Voilà, du réalisateur. Je pense qu'il a encore plein d'idées en tête. Donc voilà, moi je disais en fait, pour avoir un peu bossé le réal, à regarder ses courts-métrages, je le verrais dans un truc encore un peu plus dark, à la limite de l'horreur. Tu vois ? Ouais, d'accord, je comprends. Ouais. Parce que je pense qu'il aime bien aussi le côté gore. Là, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien aussi un peu le gore, et d'avoir quelque chose qui mélange un peu tout ça, ça pourrait bien fonctionner, ouais, un peu horrifique là, tu vois, un peu flirter avec l'horrifique, je pense que ça lui irait bien aussi. Bon bref, c'est une simple théorie. Est-ce que on passe à notre section préférée? Ouais, on va passer aux scènes préférées. On va donner celles qui étaient. Bah bref, vas-y, je te laisse faire le petit jingle et puis. Passons à la scène que l'on a choisie. Voilà. On me l'a redit. Ouais, non mais bravo. Non bravo. mais arrête. Il y a un mec qui le dit et un mec qui te suit. On me l'a redit. Voilà, c'est un seul qui t'arrête pas de lire, qui doit être ton fan numéro 1. Voilà. Je le redis. Bon. Merci beaucoup. Merci. Ouais, voilà. Okay, c'est bien. Au moins quelqu'un qui reconnaît mes talents. Voilà. Bien. Alors. Oui. Donc il y a 3. Concrètement, en fait, on va choisir une scène. Il y a 3 scènes emblématiques, peut-être même 4 scènes emblématiques. Oui. Donc, balle perdue 1, c'est la scène du commissariat. Oui. Où c'est 1 contre plein de flics. Oui. Balle perdue 2, tu as une scène qui est dans l'appartement dans la maison. La maison, pardon. De la femme d'Araski. C'est pareil, 1 contre 3 cambrioleurs. Oui, ils sont 3 ou 4, ouais. 3 ou 4, ouais. Oui, parce que t'as le gars qui est, comment dire, à l'entrée. L'extérieur qui finit entre les barreaux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est énorme. Après, tu as la scène de l'entrepôt, là où ils gardent les voitures. Et là, pareil, c'est 1 contre... Il y a pas mal d'agents, en tout cas. Des gens assez affûtés. Ouais. On va se dire. Et dans le 3, c'est 1 contre 2. Mais en même temps, non. 1 contre 3. 1 contre 3. Ah oui. Non, mais 1 versus 1 versus 1. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, ils arrivent tous au final à vouloir se mettre des mandales. Cool. Elle est géniale. Je trouve qu'elle a une dynamique, cette scène, qui fonctionne très très bien. Donc c'est la scène du métro. Ouais. Donc il y a le personnage de Lino, il y a le personnage de Nicolas Duvauchel, Areski, et Yuri Batista de Quentin. Ouais, exactement. Donc voilà, on n'en dit pas plus, mais elle est assez bien foutue. Ouais, assez foutue. Ouais. Mais pour le coup, nous avons choisi quelle scène, mon cher Seb? Ouais, bah. Vous le savez, chez Aiki dans ton podcast, on est assez client du 1 contre plusieurs. Forcément, celle qu'on a retenue, moi, celle que j'adore, c'est celle du 2, la scène de l'entrepôt. Ouais.
C'est la scène de l'entrepôt, ouais. Où, Ouais. Elle est géniale parce qu'elle est d'une brutalité sans nom. Là, on va faire un léger spoil pour remettre dans le contexte. Le personnage donc d'Alban Lenoir, donc Lino, va récupérer le personnage qui est joué donc par Sébastien Lalanne, qui est là, voilà. Ouais. Et qui va tenter de l'emmener d'un point A à point B, et il va vouloir le mettre dans le coffre. Sauf qu'il y a plein de gens qui vont tenter de l'empêcher de le mettre dans le coffre, et il va devoir jongler donc entre les assaillants, entre le fait que le personnage de Sébastien Lalanne tente de se faire la malle, et du coup, voilà, derrière ça comment dire, ça se fout sur la tronche, ça utilise tout ce que ça peut, ça met des coups de pied, des coups de poing, enfin, elle est chaotique cette scène. C'est très compliqué d'avoir une structure parce que ça arrive de tous les côtés. Et quand on pense que c'est terminé, et ben ça continue et ça revient. Il y a des coups de portière. Tu te dis, ça va lui faire mal. Il y a pas un extincteur à un moment donné. Il y a forcément un extincteur qui met coup d'extincteur partout. Alors on l'a pas cité, mais mention honorable dans le 2 aussi, à la scène où le personnage de Sébastien Lalanne conduit. On a le personnage de Lino qui est derrière et qui lui met des coups de tatane dans la tronche. Et apparemment, selon une interview qu'a donnée Alban Lenoir, je fais cette petite parenthèse là, ils ont vraiment porté les coups. Parce qu'en fait, la problématique qu'ils avaient, c'est que cette scène-là, elle n'était pas satisfaisante, ça rendait pas bien, etc. Ils ont passé un contrat apparemment moral entre les deux, où ils se sont dit, ok, on l'a fait une fois, mais on y va à fond. Ok, vas-y, on y va à fond. Et ils se mettent vraiment des coups. Donc voilà, ils sont allés comme des grosses marmules, mais ils se connaissent très bien, parce qu'ils ont joué ensemble dans HeroCorp. Donc voilà. Donc en tout cas, moi j'adore cette scène-là. Honnêtement, allez regarder sur YouTube. Enfin voilà, regardez-la parce qu'elle est juste ma boule. Je sais pas ce que tu vas rajouter dessus, mais moi cette scène-là, je l'adore énormément. Non, pareil, tu vois, c'est une scène, moi j'adore quand il y a un contre plusieurs. Et tu vois qu'ils se démènent et que à chaque fois, ce qui est plutôt drôle, c'est que les mecs se prennent des mandales par Alban Lenoir et ils reviennent. Et je trouve ça mais incroyable. Et non mais franchement, c'est hyper bien chorégraphié. C'est aussi la réalisation est digeste. Bah ouais, ça on le doit à Manu Lanzi, hein. C'est la patte Manu Lanzi, ça pour le coup. Hein. Ouais. Pour le coup, en fait, ça pourrait être, tu vois, il y a certaines scènes où on se dit, quand c'est un contre plusieurs, c'est dommage, on voit que dalle et tout ça. Là, c'est digeste, ça fait plaisir, ça se détend total, on croit, enfin, moi personnellement, moi j'adore ce genre de scène, mais encore plus là, puisqu'on croit que les coups sont portés. Ouais, on y croit vraiment. On y croit vraiment. C'est vraiment. Faut dire que Alban Lenoir, il dégage une telle physicalité. Oui. En face de lui, il a des cascadeurs qui sont à donf. Ouais. Et ce qui fait que cet ensemble-là rend super bien. Il est impliqué à fond dans la scène. Il faut le voir dans le making-of du 2. Il est rincé entre chaque prise. Mais quand je dis rincé, le fait qu'il soit rincé à l'écran, c'est vraiment sa condition, quoi. Il est rincé parce qu'il y met du sien. Et il fait tout. Il fait absolument tout sur cette scène. Donc voilà, il y a pas à tortiller, il fait toutes ces scènes de baston, il les fait. Donc voilà, c'est juste assez, enfin c'est dingue. On va changer de terme un peu entre fou et dingue. Vous avez le choix. Mais non, franchement, c'est très très bien, hyper bien chorégraphié, lisible. Enfin bref, c'est un pur kiff. Et on prend notre pied, hein, ça fait du bien de voir des trucs comme ça. Hein. Et ça fait du bien. Franchement, on est là, on se dit. Ça fait du bien. C'est trop cool. Ouais. Tu sens que les angles de caméra sont pas là pour cacher la misère, ils sont vraiment là au service des cascadeurs, au service de la scène, et t'en prends plein les yeux. Et franchement, franchement, c'est une vraie réussite. Ouais, franchement, et ça fait plaisir. Donc, écoute, voilà. J'avais pas d'autre chose à ajouter à part que. Non, on a fait une petite heure et c'est très très bien. Parce que voilà, on a donné notre avis, on n'est pas trop rentré dans le détail non plus de tout, parce que évidemment, on va vous annoncer la petite surprise. Ah oui. Ouais. Vas-y, vas-y, c'est annonce. Moi ouais, vas-y. Annonce. Pour ceux qui ont la vidéo, bon, vous m'avez vu faire un clin d'œil quand je l'ai dit, et puis j'ai fait une petite. Et on a l'honneur de recevoir dans une semaine, on va recevoir le réalisateur. Trop cool. Monsieur Guillaume Pierret. Ça fait très très cool. Et pour vous donner un peu les coulisses, ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. Pour ça, il faut remercier un peu quelque part Nostalgeek, parce que c'est un peu grâce à lui quelque part, dans le sens où quand on l'a reçu, et cet épisode-là, pour info, a mis quand même extrêmement longtemps à sortir. On l'a tourné en octobre, il est sorti en 2025, c'est pas mal. Là, il est sorti il y a quelques mois. Et il faut savoir que Nostal, dans sa sélection, a choisi Balle perdue 2, si je dis pas de bêtises.
Et on en a parlé avec beaucoup d'amour. Et toi, tu as eu la bonne idée de taguer le réalisateur Ouais. et de taguer Alban Lenoir. Ouais. Et un soir, on voit un follow back de Guillaume Pirret. On se dit ah, Ouais. ok. Trop cool. Et un petit message. Ouais. Où je sais plus si c'est moi qui est allé lui parler en direct. Enfin bref. Et il nous dit ah bah ouais, trop cool. Je vais l'écouter. Ouais. On se dit bah ok. Peut-être tu te dis bah pourquoi il a du temps à perdre à nous écouter, tu vois. Et puis en fait il a réagi. Il a réagi à un moment donné où on parlait de je me souviens donc du baiser mortel du dragon. Et puis on a commencé un peu à discuter avec lui. Puis à un moment donné c'est moi qui parlais avec lui. Je lui ai lancé une petite invitation. Je lui ai dit écoute, ça te dirait de venir dans notre concept d'émission parce qu'on va toujours garder le même concept, c'est-à-dire qu'on va parler avec lui de son métier de réalisateur, etc. Mais on lui pose aussi les questions de ses 3 films préférés et pourquoi c'est ses 3 films préférés d'arts martiaux. Et il a dit ah ouais, carrément, je suis chaud. Et puis ok, let's go. Et puis voilà, on a laissé passer un peu le côté un peu médiatique. Là, au moment où on se parle, on enregistre ce soir avec Guillaume Pirret. Ouais. Et vous aurez ça dans vos oreilles, donc du coup, la semaine prochaine. En espérant que ça vous plaise. Voilà, il a beaucoup été interviewé, il est passé sur beaucoup de plateaux, etc. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. On va essayer de mettre notre patte à nous. En fait, en de gros, créer vraiment un échange cool. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme on a fait avec Cyril. Exactement. Voilà. Comme on a fait avec Cyril Mourali. L'idée, c'est de faire un échange un peu naturel, une discussion, parce que ça a l'air d'être un sacré geek aussi. Parce que honnêtement, je l'ai vu dans une interview, j'ai vu son arrière-plan. Je pense que tu vas kiffer. Voilà, je te le dis tout à l'heure, à mon avis. Trop bien. Je pense que tu vas avoir des étoiles plein les yeux parce que voilà, on a les mêmes rêves en fait, je pense. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc non, ça va être cool, ouais. J'ai trop hâte en tout cas. Ouais. Ça va être très très sympa et je suppose qu'il écoutera peut-être l'épisode, donc on le remercie encore totalement. une fois ici de sa disponibilité, de sa sympathie, de l'échange qu'on peut avoir avec lui sur les réseaux sociaux. Nous, notre démarche, elle est complètement sincère, on le redit ici, parce que si on échange avec lui, c'est parce qu'avant tout on aime bien et on fait pas ça pour juste histoire de le faire, quoi. C'est on est là parce que on aime sincèrement quelque chose et c'est l'occasion de pouvoir discuter avec quelqu'un d'une œuvre qu'on aime, et ça, je trouve, c'est ce qui apporte, qui met du sel en tout cas dans pourquoi on fait du podcast, et que derrière on le partage avec vous parce que c'est un plaisir de partager ça avec vous, puis d'essayer d'apporter un petit peu, de mettre un peu notre touche derrière. Voilà. Écoute, mon cher Seb, je crois qu'on a tout dit sur la trilogie. Balle perdue. Donc semaine prochaine Guillaume Pirret, dans 2 semaines Manu Lanzi. Et puis après on reprend le programme classique, j'ai envie de dire. Le programme classique. Ça va faire bizarre. Ouais, grave, carrément. Mais on a un beau programme. Ouais, on clôture avec un super film. Ouais. On clôture avec un gros film, un gros classique d'un acteur qu'on n'aura pas encore traité. Oui, exact, totalement. Ouais. Voilà. Et vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Et après, on fera entre guillemets alors, c'est pas une pause parce que le podcast s'arrête pas. Non. Mais on va profiter de l'été pour vous diffuser tous les acquis dans tes films préf qu'on n'aura pas diffusés, puisque actualité oblige. On a fait passer en avant-première les films en lien avec l'actualité, les interviews avec les personnes concernées. Et après, on va vous mettre les acquis de tes films préf pendant une grosse partie de l'été. Oui. Et à ce moment où on enregistre, je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre le fil classique, mais l'idée, c'est de vous faire kiffer aussi avec les échanges qu'on a pu avoir avec les différents intervenants. Carrément. Il y a du beau monde qui arrive, on peut le dire. Ouais. Carrément. Il y a du très très beau monde. Et puis, quand même, avant la coupure, on vous réserve une petite section nanar. Et oui. Est-ce que ce serait pas un certain running gag? Ah, probablement. J'attends que tu le vois pour valider véritablement. Voilà, j'attends que tu le vois. Voilà, j'attends que tu le vois. Mais alors, si tu le vois et qu'on le fait, alors là, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me fais plaisir. On clôture, entre guillemets, même s'il n'y a pas de système de saison chez nous, on clôture avec un bon nanar. Je vais te faire plaisir. Je vais le regarder puisque je le possède. Un certain GL avec une date. Voilà. Et on fera aussi ce principe de watch party. Oui. Aussi. Voilà. Oui. On va faire partie. On refera. On refera. Carrément. Eh bien, écoutez, mes chers amis, nous vous quittons et on vous dit à la semaine prochaine
pour l'interview et encore merci d'être là, d'être de plus en plus nombreux. On le voit sur YouTube, ça augmente, c'est trop cool. Merci pour au vos moment où on commentaires, enregistre, voilà. on n'est pas loin des 800. Voilà, c'est au moment où incroyable. ça sortira, Ouais, on y sera très sûrement parce qu'en ce moment ça ne fait qu'augmenter. Les vues augmentent, le nombre d'abonnés augmente, donc c'est assez dingue. C'est assez on réalise dingue. pas trop. Voilà, mais mais c'est trop cool. Merci d'être là, merci de commenter, d'être aussi bienveillant, même sur le Discord. Merci de partager vos films et autres. C'est incroyable. Franchement, merci à vous. Vous êtes les meilleurs. La passion nous guide. La passion, ouais. Voilà. Bon, et ben écoutez, on vous dit à plus. Ciao tout le monde. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.